Bonjour tout le monde, nous sommes de retour pour des infos négo réguliers pour les semaines à venir. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, on va faire un peu le point sur le contexte de négociation, tant du point de vue économique que stratégique. Puis on va parler de ce qui est arrivé depuis la dernière capsule info négo pour les accréditations fonctionnaires, ouvriers, agences du revenu. Et puis on va également répondre à une question dans la période des questions. Bonjour Maryse. Bonjour Julien. On reçoit également Nadia Lévesque, qu'on a déjà reçu dans les capsules précédentes, qui est conseillère stratégique pour la négociation. Bonjour Nadia. Bonjour tout le monde. Alors, peut-être commencer, Maryse, c'est ce que nos membres vont vouloir savoir. Que s'est-il passé depuis la dernière capsule dans la négociation? Bien, en fait, Julien, on va se ramener un petit peu, parce que tu as raison, ça fait quand même longtemps qu'on s'est vu puis qu'on s'est jasé, négo. Alors, je vais te ramener, dans le fond, quand le conseil de négociation avait refusé l'offre patronale du 1er mai dernier, autant chez les fonctionnaires que chez les ouvriers, on est retourné auprès de la partie patronale. On leur a appris ça, puis ce qu'on leur avait demandé, puis ça faisait partie, je pense, de la dernière capsule que j'ai tournée avec toi, on leur a demandé un nouveau dépôt. Puis ça, je sais que ça les avait surpris parce qu'ils s'attendaient à ce que nous, on fasse un dépôt. Puis on a dit, hey, wow, vous le savez ce qu'on veut. On n'a jamais changé notre objectif. Des scénarios, on vous en a fait un peu un autre. Des demandes, on vous en a fait je ne sais plus combien. Fait que vous êtes en mesure, dans le fond, de nous faire un nouveau dépôt. Alors donc, on les avait laissés là-dessus. Le 10 juillet, ils nous sont revenus. Ils nous ont fait un dépôt. Je le mets un petit peu entre guillemets, si tu veux, parce que, bon, c'était pas un dépôt écrit. Ils nous ont dit que, bon, évidemment, l'objectif, c'était de régler. L'objectif était aussi de travailler en mode exploratoire avec nous. Donc, voici. Alors, ils nous faisaient un dépôt qui était copié-collé, vraiment copié-collé de ce qu'ils nous avaient dit au 1er mai. Mais ils venaient de rajouter une petite affaire, par exemple. Ils nous offraient une opération 44-48, ce qui avait toujours été refusé. Alors, ils nous offraient ça, mais, par exemple, dans une optique de règlement. Fait que oui, une opération 44-48, mais c'est parce qu'on prend pour acquis que c'est juste ça qui manque pour régler, là. Fait que dans ce contexte-là, on est prêt à vous le donner. Fait que tu comprendras que il n'était pas question, là. C'est pas ça qui ferait que le conseil de négociation allait dire tout à coup, oh wow, là, ça nous plaît. Alors, donc, on a dit parfait, on va prendre ça en délibéré. On les a revus le 22 juillet pour leur dire que, bon, là, je pense qu'il faut travailler en mode exploratoire, là. Manifestement, on ne se comprend pas. Alors, mais que ce dépôt-là, pour nous, c'était insuffisant, c'était clair. Il en manquait plus que ça sur la table. Mais que, puis eux autres, le Conseil du Trésor, ce qu'ils nous ont dit, par exemple, c'est que ce qu'ils voulaient avoir, ils ont besoin de ça pour aller voir leur mandant. Notre tarte à nous, là, dans le fond, c'est quoi la grosseur de la tarte? Qu'est-ce qu'on va demander? Parce qu'évidemment, la négociation pour le Conseil du Trésor, comme pour le gouvernement, il faut qu'ils soient capables de la chiffrer. Fait que c'est sûr qu'au fur et à mesure que je fais, par exemple, des demandes, bien, eux autres, tant et aussi longtemps qu'ils n'ont pas la grosseur, bien, c'est difficile pour eux autres de dire « OK, je suis capable de jouer là-dedans ou non ». Alors, c'est là-dessus qu'on s'est laissé finalement le 22 juillet. Je poserais peut-être la question à Nadia, parce que là, on le constate, on peut dire qu'on n'a pas avancé à pas de géant vers un règlement, c'est le moins qu'on peut dire. Est-ce que du côté des autres syndicats dans le secteur public, ça a avancé beaucoup plus? Y a-t-il des organisations qui semblent être près d'un règlement? Pas du tout, Julien. L'été a été pourtant fort actif, là. L'ensemble des syndicats et des centrales ont eu des rencontres régulières comme nous avec le Conseil du Trésor. Mais ce qu'on a constaté, c'est que, par exemple, dans le réseau de la santé, ils ont passé une bonne partie de leur été à juste négocier pour que les gens puissent prendre des vacances. Il y avait une intention là, de maintenir les services cet été en empêchant les gens de prendre des vacances. Fait que les syndicats du secteur de la santé ont été sur la place publique. Vous les avez peut-être vus, là, si vous vous rappelez du mois de juin, on a eu des manifestations à cet effet-là. Du côté de l'éducation, bien, ça n'a pas avancé non plus parce que les syndicats se sont bloqués un peu au mur d'opacité du ministre de l'Éducation qui ne donnait pas d'indication avant le 10 août dernier sur ça allait être quoi la rentrée scolaire. Fait que quelques semaines pour préparer une rentrée scolaire
en pandémie? Est-ce qu'on allait être masqué? Est-ce qu'on allait être à l'école? Est-ce que ça allait être à distance? Il y avait vraiment une difficulté pour les syndicats de voir venir. Fait qu'évidemment que la négociation là, pour le renouvellement des conventions collectives était un peu sur le rond du poil, sur le réchaud, là. Fait que le blitz était terminé pour tout le monde. Pendant ce temps-là, il y avait quand même des urgences reliées à la COVID, mais il n'y a personne qui a avancé sur quoi que ce soit. Puis, ce qu'on constate, c'est que dans le fond, cet été, tous les syndicats ont comme fait une pause, retourné vers leurs instances, ajusté leur stratégie pour voir comment on reprend la suite des choses. Et là, ce qu'on voit, c'est différentes stratégies adoptées par différents syndicats. Il y a des syndicats comme la FTQ, par exemple, qui souhaitent régler en septembre, qui dit qu'elle a un règlement à portée de main. Puis de l'autre côté, on a la Centrale des syndicats du Québec, qui est dans le domaine plus de l'éducation, puis un peu en santé, qui dit on va prendre le temps que ça va prendre pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Fait que je dirais que c'est à géométrie variable, mais une chose est sûre, personnellement, là, je ne pense pas que personne va signer le 30 septembre. D'accord. Mais tu l'as mentionné, hein, il y a beaucoup de syndicats qui ont à gérer les impacts directs de la COVID, qui est un peu l'éléphant dans la pièce. Ça a eu des gros impacts stratégiquement sur la négociation. Ouais. Dans le fond, comment tu dirais qu'on doit prendre acte de ça, de la COVID, de l'impact que ça a dans notre négociation? Le gouvernement a tenté de nous emmener dans un règlement rapide, peut-être qu'il l'espérait. Nous, on a refusé d'entrer dans cette danse-là, puis les offres qu'ils ont faites, on les a refusées. Maintenant, ça a quand même un impact sur la négociation, la question de la COVID. C'est majeur. C'est majeur parce que si on se rappelle, quand on a déposé en novembre dernier, on nageait dans les surplus budgétaires au Québec. Il y avait un certain consensus social sur le bilan des 15 ans d'austérité libérale qui avait affecté les services publics, contrairement à ce qui avait été dit, qui avait des pénuries de main-d'œuvre dans une très grande proportion dans le secteur public et pas juste dans le secteur de la santé, dans les préposés aux bénéficiaires là, qui ont peut-être plus capté l'imaginaire depuis quelques semaines, mais dans tous les champs, on se rappelle qu'il y a des ouvriers, des chauffeurs de camions au MTQ, là, ils ne savaient plus où aller les chercher là, pour conduire les déneigeuses. Fait que ça a eu un impact majeur, mais en même temps, ça a eu un impact majeur parce que on s'est ramassé avec un gouvernement qui négociait pour la première fois, qui a voulu imposer un cadre de négociation, puis je dirais en guillemets, qui ont un peu profité de la COVID pour ressusciter une vieille tactique de Jean Charest, de dire, ben voici un paramètre salarial, ça va être ça, puis ça, c'est pas touchable. Ben, c'est pas comme ça qu'on négocie. Puis Jean Charest, ça l'était fait rappeler de manière dure par le Bureau international du travail que c'était pas une façon de négocier. Je pense que là, le gouvernement de la CAQ a essayé de profiter de la COVID pour un peu faire un fast-track de négociation, puis pas se débarrasser de ça, là, mais pouvoir passer à autre chose. Mais finalement, c'est pas comme ça que ça se fait de la négo. Puis je pense que les gens ne sont pas dupes non plus. La situation économique, mon collègue viendra en parler tout à l'heure, mais c'est pas la catastrophe qu'on pouvait penser que ce serait. Fait que, tout ça fait en sorte que la conjoncture change grosso modo de mois en mois, mais une chose est sûre, on n'est plus en blitz ou en négo accéléré. Ce qu'on a tenté, puis les syndicats ont accepté de jouer dans cette négo accélérée-là, parce qu'on était tous conscients que la priorité au Québec en ce moment, c'était peut-être pas les négociations du secteur public. Fait que tout le monde a mis un peu d'eau dans son vin pour essayer de faire ça. Mais là, faut qu'on reprenne, dans le fond, les négociations, puis qu'on s'attaque aux problèmes qu'il y a dans les différents secteurs de l'administration québécoise. Puis on en est là. Merci. On va donc passer à Pierre-Alexandre qui va venir, comme Nadia l'a mentionné, nous parler un peu plus de la situation économique là, qui entoure notre négociation. Bonjour Pierre-Alexandre. Salut Julien. Alors, tu l'as déjà dit dans une de nos capsules précédentes, alors qu'on était dans le milieu de la crise, c'était vraiment pas évident, ni pour toi, là, qui est économiste au SFPQ, ni pour tous les économistes au Québec et ailleurs, de savoir ce qu'aurait comme conséquence sur l'économie la crise qu'on a vécue, qu'on vit toujours,
qui est tout à fait sans précédent. Maintenant qu'on est quand même un peu plus de retour à la normale, est-ce qu'on a une meilleure compréhension des conséquences économiques de la crise, là, disons à moyen terme? Oui, on a une meilleure compréhension parce que le ministre des Finances a publié là, à la fin du mois de juin une espèce de, pas une mise à jour, mais un nouvel état de la situation des finances publiques du Québec. Et là, il n'appelait pas ça une mise à jour parce qu'il ne s'est pas prononcé sur le futur. Il n'a pas projeté là, comment ça allait se passer dans les prochaines années au niveau de l'équilibre budgétaire, entre autres. Il a plutôt fait mention là, de tout ce que ça nous avait coûté jusqu'à maintenant. Puis pour 2020-2021, à quoi ressemblerait là, le sol budgétaire. Donc, dans cette publication-là, ce qu'on apprend, en fait, c'est que oui, il y a eu des dépenses importantes, mais la situation est, à mon avis, pas si pire que ça, dans le sens où on atteint l'équilibre budgétaire. On a une loi au Québec qui nous oblige à atteindre un déficit zéro. Donc, ça, il est atteint, mais il est atteint en utilisant toute la réserve de stabilisation de 15 milliards. Et il est atteint aussi, par contre, dans ce 15 milliards-là, on a réussi à aller verser de l'argent dans une nouvelle réserve qui est en prévision d'une deuxième vague. Donc, il y a eu un 4 milliards qui a été versé là. Fait que quand on fait abstraction de toute la loi puis de tout le jeu là, qui est fait pour atteindre le déficit zéro qui est imposé par la loi, le réel déficit qu'on a eu jusqu'à présent pour l'année 2020-2021, c'est de l'ordre de 8 milliards de dollars par année. Donc, c'est un déficit qui est important, mais ce n'est pas un déficit qui est catastrophique non plus, avec une vision des services publics puis de l'investissement public qui serait cohérente. Il n'y a rien qui empêche là, de donner des augmentations raisonnables là, aux employés du secteur public puis de la fonction publique en particulier. D'accord. On se rappelle qu'un de nos bons arguments de négociation, quand on est entré dans les négos, c'était la question de la pénurie de main-d'œuvre. Le gouvernement qui a, comme d'autres employeurs au Québec, beaucoup de difficultés à attirer et retenir sa main-d'œuvre, notamment à cause des salaires qu'ils versent, qui sont, comme on le sait, pas compétitifs. Est-ce que, parce que là, les taux de chômage ont augmenté beaucoup, est-ce qu'on peut dire que la pénurie de main-d'œuvre est disparue? On peut pas dire que la pénurie de main-d'œuvre est disparue, non, parce que effectivement, les taux de chômage ont énormément augmenté, là, à des taux records comme on n'en avait jamais vu, particulièrement là, au mois de mai puis au mois d'avril. Mais il y a eu une bonne création d'emplois au Canada puis au Québec dans les derniers mois, au point où on est loin d'avoir encore retrouvé là, la situation qui était très, très avantageuse pré-COVID, mais la situation s'est quand même nettement améliorée. Ceci dit, même s'il y a encore un haut taux de chômage là, qui est annoncé au début du mois d'août de 8,5 % au Québec, cette situation-là, dans le fond, elle donne pas un portrait, c'est un chiffre. Ça donne pas, mettons, un vrai portrait de la situation de la pénurie d'emploi parce qu'il y a eu beaucoup de pertes d'emploi dans le milieu de la restauration, dans le milieu des bars, dans le milieu du commerce de détail, mais ça veut pas dire que ces gens-là ont les compétences ou ont la formation nécessaire pour aller combler les emplois manufacturiers où est-ce qu'il y avait une pénurie d'emploi forte, puis de combler encore moins des postes, des postes comme ceux qu'on a besoin dans la fonction publique. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression que les personnes qui ont beaucoup perdu leur emploi seraient capables de venir combler les postes là, qui étaient déjà en demande. Donc, de ce point de vue-là, il y a encore une pénurie, puis elle va revenir quand même assez rapidement, là, selon l'avis là, quand même de plusieurs experts aussi, cette pénurie-là. Donc, on a encore un peu cet argument-là. On n'a plus l'argument de la réserve de stabilisation, puis de la croissance très, très soutenue là, qu'on avait, puis de l'excellent état des finances publiques, mais il y a encore des défis d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre, certainement pour l'employeur. D'accord. Puis, est-ce que tu sais si le gouvernement a déjà affiché une intention en ce qui concerne, entre guillemets, l'après-crise? C'est-à-dire, est-ce qu'on sait qu'on se dirige vers de nouvelles vagues de compression dans le secteur public, dans la fonction publique? Le ministre se garde bien d'annoncer quoi que ce soit. Hein. Comme je l'ai dit, on attend une mise à jour économique là, plus sur, mettons, qui va nous projeter dans quelques années dans le futur. Cette mise à jour-là, on l'attend d'ici l'automne, normalement, ou au courant de l'automne. Donc, le ministre se garde bien là, d'affirmer quoi que ce soit par rapport à des compressions possibles. Il tient par contre un discours qui n'a pas changé depuis les derniers mois, c'est-à-dire que les dépenses vont suivre le rythme de croissance des revenus. Donc, il n'anticipe pas de déficit, mais il n'anticipe pas non plus de surplus pour l'instant.
Par contre, ce qui est la faille dans un discours, c'est que si la croissance des revenus, la croissance du PIB aussi, si elle n'est pas au rendez-vous autant que le ministre le voudrait bien, mais ça veut dire que les dépenses ne pourront pas croître nécessairement au rythme dont le système en aurait besoin. Et ce qui est important de noter, c'est que le ministre est aussi très clair à l'effet que cette croissance des dépenses-là, il va y en avoir plus pour la santé puis plus pour l'éducation que dans les autres secteurs du secteur public, en fin de compte, qui sont financés par le gouvernement. Donc, est-ce qu'on peut parler de compression à venir? Je pense qu'on ne peut pas encore parler de ça, mais clairement, si la situation économique n'est pas aussi souhaitable que ce que le ministre le voudrait, on peut s'attendre à ce que la croissance des dépenses ne soit pas celle qu'on voudrait avoir, en fin de compte. C'est très clair. Merci beaucoup, Pierre-Alexandre. Ça fait plaisir. Donc, Maryse, on a parlé du contexte stratégique, on a parlé de ce qui s'est passé pour la négociation fonctionnaire-ouvrier, on a parlé de l'économie. Maintenant, je pense que nos membres de l'Agence du revenu du Québec vont souhaiter avoir des nouvelles sur leurs négociations. Donc, on en est où à l'Agence du revenu présentement pour les négociations? Qu'est-ce qui s'en vient? Alors, écoute, Julien, prochaine rencontre sera le 17 septembre prochain, où l'employeur, à ce moment-là, devrait nous faire un retour sur notre dépôt à nous, puis son propre dépôt aussi. Alors, on était prêt avant, mais évidemment, bon, avec la période des vacances, donc ça sera le 17 septembre prochain qu'on connaîtra les demandes de l'employeur s'il demande il y a. Parfait. Puis on peut s'attendre, j'imagine, que par la suite, le rythme va être assez soutenu sur les rencontres puis sur l'avancée de la négociation. Absolument. Et je sais déjà que le porte-parole prenait contact avec le porte-parole de l'Agence du revenu, justement pour lui signifier ça. Tu sais, nous, on se souviendra quand on a commencé avec Revenu, on leur avait dit on est en égo accéléré, est-ce que ça vous plaît? Oui, alors ben là, il faut que ça paraisse. Tu sais, fait que, alors oui, on comprenait que c'était l'été, mais là, à partir du 17 septembre, on s'attend à ce que oui, ça roule. Tu sais. Effectivement. On est prêt, la machine est partie. Une autre bonne nouvelle du côté d'une MRC qui est affiliée au SFPQ, donc la MRC Pierre de Sorel, on a du nouveau? Oui, bien écoute, eux autres, dans le fond, c'est un nouveau groupe, c'était des gens qui n'étaient pas syndiqués avant. Donc, ils sont venus syndiquer avec nous, puis ça a été une entente de principe. Alors, on a eu une entente de principe qui a été acceptée par les membres. Donc, ils vont avoir leur première convention collective. Fait que c'est une belle nouvelle. Génial, merci. Alors aujourd'hui, pour la période des questions, Maryse, on a 2 questions. C'est assez drôle parce que c'est 2 fois la même question pratiquement, mais de 2 membres qui viennent de 2 unités d'accréditation différentes. Donc, je ne passerai pas les 2 questions au complet, je vais aller à l'essentiel. Donc, c'est un membre de l'Agence du revenu et un membre ouvrier qui nous demande essentiellement pourquoi est-ce qu'on demande 6,4 sur 3 ans. On se rappelle, c'est ce qu'on a annoncé avoir demandé dans une offre auprès de l'employeur avant, dans le fond, durant la période d'été. Il nous demande, dans le fond, pourquoi 6,4 et pourquoi pas nos demandes initiales, celles qu'on avait présentées là, en tout début de négociation. Bien là, Julien, il faut faire attention. On demande 6,4 sur le salaire. Bon, d'une part, on se souviendra, pandémie oblige, le gouvernement dans la fonction publique nous avait dit venez-vous-en, venez travailler avec nous, puis on va faire un blitz de négociation. Et il laissait entendre qu'il y aurait un 6,4 sur la table. Alors, nous, c'était 6,4 sur la table pour le salaire. Ça ne nous empêchait pas de demander autre chose. Alors, tu sais, le thème qu'on avait, c'est améliorons le chèque de paie. On a toujours dit à nos membres qu'améliorer le chèque de paie, il y avait plusieurs façons d'y arriver. Le salaire, c'était une façon, mais il y avait autre chose aussi. Alors, dans le fond, il ne faut pas que les membres pensent qu'on demande 6,4 puis on ne demande rien d'autre. Alors, notre objectif n'a pas changé. C'est toujours améliorer le chèque de paie, mais déjà 6,4. Puis les gens qui pourraient penser que c'est pas beaucoup ce qu'on demande, là, sachez là, que le gouvernement, il n'est même pas là. Le gouvernement n'a jamais changé. C'est-à-dire que lui, il est à 5 sur 3 ans. Puis si on espère avoir plus que ça sur le salaire, bien, je vous annonce qu'il va falloir se battre. Parfait. Merci beaucoup, Maryse. On se revoit très bientôt. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir été des nôtres. On vous revient rapidement avec une nouvelle info négo. D'ici là, n'oubliez pas que vous pouvez nous transmettre vos questions concernant la négociation à l'adresse communication@sfpq.qc.ca.